suis Jean-François Menou. Je suis responsable des chefs de projet production au sein de la DSI de la branche service courrier colis. J'ai en charge la transition du build vers le run des solutions applicatives. Je suis donc plutôt un Ops. Alors je m'appelle Michel Lejeune, je suis facteur de changement, ou plus simplement coach agile et porteur de la transition agile de la DSI auquel on appartient, donc plutôt dev. Alors, nous sommes venus vous faire part d'un phénomène assez étrange, puisque depuis septembre 2016, nous recevons des cartes postales qui nous arrivent du futur. Alors vous voyez celle-là, elle va partir le 7 octobre, donc dans 4 jours. On est le 2, ça fait 13 mois qu'on l'a reçu. On l'a reçu l'année dernière à la même époque. Comme quoi, le courrier n'est pas toujours en retard à la poste. À propos de cartes postales, on peut faire un rapide sondage avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que ceux qui ont envoyé au moins une carte postale cet été, pendant leurs vacances, peuvent lever la main, s'il vous plaît? C'est plus que la moyenne, quand même. Merci. Alors, on va faire un petit retour vers le présent, maintenant. Pour vous raconter, et puis on reviendra aux cartes postales, vous restez avec vous, pour vous raconter l'histoire du beau paquebot qui voudrait être aussi agile qu'un Zodiac. Alors pourquoi on est un beau paquebot? Eh bien parce qu'à la Poste, on est quand même présent maintenant dans 44 pays, on a 260 000 collaborateurs, et puis on a quand même un joli chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros. Notre groupe est organisé en 5 branches. Donc nous, on appartient à la branche courrier-colis. Le courrier-colis, ça pèse 13 milliards d'euros, donc plus de 50% des chiffres du groupe. Et nous, nos atouts, c'est d'abord un réseau de proximité qui s'appuie sur 75 000 facteurs, qui font quand même 56 000 tournées tous les jours. Et sur ce même facteur, qui a la confiance des Français. Près de 94% des Français, considèrent que le facteur est la personne de leur vie quotidienne préférée, juste derrière le boulanger et un peu avant le pompier. Alors si on zoome sur la DSI de la branche courrier-colis, c'est quand même un terrain déjà assez vaste, puisque on a dans notre portefeuille 350 applications qu'il faut développer et maintenir. Que ces applications sont utilisées par 140 000 utilisateurs, qu'elles sont hébergées souvent virtuellement, mais au bout du compte, ça fait quand même 1000 serveurs physiques. Voilà. Et pour faire tout ça, eh ben, on est à peu près 700, le double avec nos prestataires externes. Et on est répartis sur 7 sites. Donc ça, c'est important pour l'agilité et pour le DevOps. Donc sur 7 sites, dont 3 sont historiquement purement Ops, et les autres, plus panachés, mais à 80% Dev. Alors je vais vous parler de l'organisation des Ops. Au bout de ce vaste champ de projets dont vient de vous parler Michel, lorsqu'il s'agit de mettre en production les solutions qui ont été développées, les équipes projets se retrouvent face à des silos. Depuis de nombreuses années, nous avons cherché à industrialiser les métiers des Ops, ce qui a amené à spécialiser, parfois de façon très poussée, on pourrait même parler de taylorisation. Par exemple, chez nous, pour mettre à disposition d'une équipe projet un serveur de base de données, il ne faut pas moins de 10 intervenants différents. Alors tous ces silos fonctionnent en mode guichet. Rien de bien étonnant à la Poste, me direz-vous, que d'avoir des guichets. Mais ça en fait quand même beaucoup, hein. On a 17 guichets rien qu'à la direction de l'infrastructure. Et ces guichets sont vécus par les équipes projet comme des freins à la collaboration. On peut aussi avoir des silos qui ont des objectifs désynchronisés. Et puis enfin, ce qui peut se passer, mais je vous rassure, c'est très rare à la Poste, les guichets peuvent saturer, ce qui génère des files d'attente au guichet. Alors ces files d'attente au guichet, ça veut dire qu'il faut trier, ça veut dire qu'il faut prioriser les tickets. Et malheureusement, aujourd'hui, bien souvent, c'est le chef de projet qui râle le plus fort, qui voit ses tickets
ces demandes traitées en priorité. Dans ce contexte-là, il est difficile pour les équipes projet de s'engager sur des délais et de travailler en timeboxing. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi le beau paquebot que nous venons de vous décrire veut devenir agile. En fait, vous voyez à l'écran une courbe qui montre la baisse continue des volumes de courrier auxquels la Poste est confrontée depuis des années. Cette baisse de volume de courrier, elle est due à la digitalisation, elle est due au boom des échanges électroniques, et elle s'accélère. L'année dernière, nous avons connu une diminution de 6% du volume de courrier. Alors ça a un impact fort sur notre chiffre d'affaires, puisqu'on perd environ 500 millions de chiffre d'affaires tous les ans. Nous avons commencé par optimiser notre outil industriel, améliorer notre productivité. Vous voyez à l'écran une photo d'une plateforme industrielle courrier, flambant neuve. Mais cette optimisation de l'outil industriel et l'augmentation du nombre de colis qui est lié au développement du e-commerce ne contrebalancent pas la baisse du chiffre d'affaires. Il nous faut donc trouver des relais de croissance. Alors, comment allons-nous nous développer ? Eh bien, nous sommes nous-mêmes une entreprise touchée par la numérisation. Et nous devenons une entreprise de services digital. Nous avons 3 objectifs. Être un partenaire de référence du e-commerce, être un acteur majeur de la logistique urbaine, et enfin, et je vais insister sur ce point, être un acteur du développement de nouveaux services à domicile. Vous avez probablement vu à la télé la publicité « Veiller sur mes parents ». C'est un de ces nouveaux services. Alors, tous ces nouveaux services que nous essayons d'inventer, il faut pouvoir les expérimenter. S'ils marchent bien, il faut pouvoir les industrialiser, il faut pouvoir les déployer. Puis, il faut aussi pouvoir les faire évoluer très rapidement en fonction des attentes des clients. Et puis, s'ils ne marchent pas, il faut pouvoir les arrêter. Le SI est au cœur de ces nouveaux services. Un service comme Veiller sur mes parents, on ne peut pas le prester si le SI n'est pas disponible. Donc le SI doit être agile pour pouvoir faire toutes ces choses dans un rythme très resserré. L'agilité est une solution, mais encore faut-il que nous la poussions jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle s'étende jusqu'au domaine des ops, jusqu'au run. Et c'est pour ça que le DevOps est devenu pour nous, à la branche service courrier colis, une véritable nécessité. Alors, dans notre grand terrain de la DSI, on a quand même un petit coin de terreau fertile. Tout ça parce qu'en fait, on a commencé nos premières expériences agiles dès 2009, avec à l'époque des objectifs peut-être un peu réduits, mais qui étaient poussés par la direction, de co-construire pour coller aux usages. Et coller aux usages, dans notre contexte, c'est pas idiot, hein, avec le nombre d'utilisateurs qu'on a, ça fait partie des gains de productivité. Et puis développer du MVP pour être le plus tôt possible sur le marché. Éviter aussi, dans les grosses sociétés comme nous, il y a souvent ce qu'on appelle même des guerres de tranchées entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Et donc aujourd'hui, presque 10 ans après, les enjeux, les contraintes, voire les risques de l'agilité sont aujourd'hui bien maîtrisés par les équipes projet. Et on a pratiquement 100% de nos nouveaux projets qui sont faits en agile. Les autres, c'est plutôt des projets de maintenance. Sur ces 100 projets, tous ces projets agiles, on a, disons-nous, un gros quart qui font vraiment de l'agile très bien. On les appelle les AAA chez nous. Une autre grosse moitié qui fait de l'agile moyennement, donc il faut sans arrêt les soutenir. Et puis 15-20% pour lesquels on est vraiment obligé d'être vigilant et il faut vraiment qu'on les pousse vers une agilité plus mature pour éviter les risques que ça peut comporter. Alors le déploiement d'une offre de cloud privé
à la DSI, que nous avons appelé l'offre IT as a Service, a été un des premiers jalons de notre transformation. C'est un jalon important parce que cet outillage, il nous permet d'automatiser le provisioning des environnements projets et il permet également d'automatiser le déploiement des solutions. Mais il n'adresse pas les aspects culturels, organisationnels, collaboratifs du DevOps. Ça ne reste qu'un outillage. Il nous est donc apparu nécessaire à Michel et à moi d'axer nos efforts sur ces aspects et donc de travailler sur les équipes intégrées Dev et Ops, et également sur la définition et le partage d'ambitions communes entre les devs et les Ops. Hop là. Alors, avant ce premier jalon, on avait déjà planté des petites graines du DevOps. Dès 2014, on avait utilisé un jeu sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle le DevOps Game, avec un public d'architectes, d'Ops et de Dev. Ils avaient été vraiment séduits, c'est un jeu à base de Kapla, par le jeu et la mise en situation que ça permet. Et ils m'avaient demandé d'aller faire jouer le CODIR de la DSI. Je pensais que c'était vraiment un service que je pouvais rendre à tous en faisant jouer le CODIR. Alors on ne l'a pas fait, mais on verra tout à l'heure qu'on a fait quelque chose qui ressemble. Ensuite, on a lancé une journée DevOps avec le top management des devs et des Ops. Alors des ateliers qui leur ont permis de prendre conscience en fait que justement l'offre d'hébergement IT as a Service, c'était la technique, c'était l'automatisation, mais que le DevOps, c'était pas que ça. Donc on a fait des ateliers, on a produit une fresque à la fin de ces ateliers qu'on a appelé le cimetière des cimetières disparus grâce au DevOps. Et puis ont émergé aussi quelques concepts intéressants. Par exemple, on a réinventé le MVS. Le MVS, c'est en miroir du MVP. C'est le service minimum viable. Pourquoi, finalement, on n'ouvrirait pas le service, même si tout le contrat de service est pas complètement bouclé, et donc gagner peut-être quelques jours, quelques semaines, sans rester bloqué bêtement avant d'ouvrir aux utilisateurs. Alors, avant, ces petites graines, c'était bien joli, mais pour déclencher le DevOps, surtout derrière cette espèce de rouleau compresseur, on l'a un peu vécu comme ça, de l'arrivée du cloud, de notre cloud privé, il fallait quand même industrialiser les choses. Donc on a créé un groupe de travail assez important, avec plus de 20 personnes, surtout plus de 12 métiers représentés, qu'on a fait travailler sur la cible et sur la trajectoire, enfin bon, choses un petit peu classiques. En juin, de la même année, lors d'un séminaire DSI, a été nommé le binôme DevOps que vous voyez devant vous pour mener la transition DevOps. Donc on a été légitimisé sur le sujet, parce que juste avant j'étais un peu seul, on va dire. Un binôme c'est mieux, surtout s'il est Dev et Ops. On a lancé des sessions MOOC de formation descendante pour expliquer aux gens ce que c'était que le DevOps. Ça nous a permis après sur le terrain de plus travailler en atelier, puisque l'information de ce qu'était que le DevOps, il l'avait eu avant. On va toucher 200 personnes comme ça. Et puis ça a été aussi ensuite l'arrivée des experts et des coachs DevOps qui nous ont bien aidés et qui ont commencé leur travail par faire des interviews individuelles de gens qui ne seraient pas forcément exprimés pendant les ateliers, qui avaient souvent des peurs, des inquiétudes. Certains, surtout les Ops, avaient peur que leur métier disparaisse ou qu'ils soient obligés de devenir dev, par exemple. Et vous voyez en dessous notre mascotte. Ensuite, nous avons démarré avec Michel un tour de France. Donc, vous avez vu que nous étions répartis sur 7 sites. Donc, nous avons déroulé ce qu'on a appelé un DevOps Tour en visitant chacun des 7 sites de la branche service courrier colis. Alors, comme certains de ces sites sont spécifiquement Ops et d'autres plutôt Dev, lorsque nous nous sommes déplacés sur un site Ops, nous avons demandé à quelques devs de nous accompagner, et réciproquement, sur les sites Dev. Ces personnes, nous les avons appelées des ambassadeurs.
Pour certains, c'était la première fois qu'ils allaient rencontrer des ops, et pour certains ops, c'était aussi la première fois qu'ils se déplaçaient sur un site dev. Nous en avons profité aussi pour sensibiliser les acteurs ops à l'agilité, qui est un domaine qu'ils connaissent mal. Le sujet, l'objectif, c'était de démystifier le DevOps, de donner du sens, mais aussi et surtout de permettre à chacun de s'exprimer sur ses attentes et sur ses inquiétudes vis-à-vis de cette transformation. Alors nous avons procédé avec un jeu de mise en situation. Ce jeu de mise en situation, il a permis de se faire confronter des devs et des ops à des problématiques quotidiennes, concrètes, auxquelles ils n'avaient pas du tout l'habitude de se confronter, les problématiques des uns et des autres. Et c'est en cela que ce DevOps Tour a été vraiment une étape cruciale pour nous dans le cadre de notre transformation. Alors ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois, mais ce Tour de France était vraiment nécessaire, et on pourrait dire paradoxalement, pour pouvoir devenir plus rapide en cible, nous avions décidé de commencer par prendre notre temps. Alors, le jeu de mise en situation, on va faire un petit focus sur ce jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui a été créé par mon ami Vincent Daviette. Je dis mon ami parce que en fait, j'ai finalisé en fait, la mise au point de ce jeu avec lui. Alors, on n'a pas hésité à utiliser les jeux pour l'agilité. La puissance du jeu pour les transformations nous avait déjà convaincus. Pour que les gens soient dans une situation où ils soient plus accessibles et se soient plus à l'aise. Donc le jeu de mise en situation DevOps, c'est un jeu qui se joue avec des caplas. Donc déjà, quand vous débarquez et que vous videz un seau de caplas sur la table de réunion de la grande salle d'un site, les gens ils s'aperçoivent, ils doutent qu'il va se passer quelque chose. Et puis après, justement, c'est un jeu qui essaye de reproduire le stress et la vraie vie en fait, des devs et des ops. Et donc du coup, ça se passe en 3 itérations de 3 minutes, très courtes. Et on dit aux devs, voilà, vous allez construire une application et vous allez aller dans une autre pièce et puis vous viendrez la livrer et puis ensuite la mettre en prod sur un socle qui vont être préparés ici même par les ops. Une fois les devs partis, on dit aux ops, voilà, vous allez modifier le socle existant et puis vous allez faire un socle le plus haut possible. Et aux devs, on leur balance 5 user stories, on leur dit, voilà, en tant qu'utilisateur principal, je veux que dans mon application, il soit constitué de la moitié de briques verticales, l'autre moitié de briques horizontales, que ça fasse au moins 21 cm en plus du socle, qu'il y ait au moins 8 étages, qu'il y ait une paroi qui soit complètement lisse, enfin une face qui soit complètement lisse, et en plus, je veux que la structure soit des accès de 45 degrés par rapport au socle. Sachant que le socle, j'ai oublié de vous dire, on dit à la fin qu'il y a 2 briques qui sont aussi posées sur la tranche et orientées à 45 degrés. Donc forcément, ça peut pas matcher. Et bien entendu, plus le timing aidant, les premières itérations échouent, lamentablement. Enfin, plus ou moins lamentablement. Il y a des équipes qui font quand même des trucs assez sympas. Et très vite, les devs et les ops commencent par demander à travailler dans la même pièce et puis surtout à échanger leurs spécifications, que les uns connaissent les exigences des autres. Voilà. Et puis petit à petit, ils mettent au point des processus de livraison et puis de mise en prod innovants. Donc on les pousse un petit peu vers le DevOps et vers les pratiques justement de cloud privé modernes. Ils font du green déploiement juste en inversant les post-it sur une plateforme de prod et une plateforme de pré-prod par exemple. Alors, à la suite de ces ateliers, enfin de ces jeux de mise en situation plutôt, pardon, on a fait organisé des ateliers, eux aussi issus de choses qu'on pratique depuis un moment dans l'agile, issus d'innovation de game. Donc on projette les gens dans le futur, un futur où le DevOps existe déjà. Donc là, en l'occurrence, on leur demandait de se projeter sur un an ou 18 mois, pardon. Et on leur demandait d'essayer d'imaginer un futur préféré pour eux dans le cadre de DevOps. Comment ils pouvaient imaginer les choses. Et puis, bien entendu, comme vous voyez là, à la fin, on leur demandait de s'écrire une carte postale dans leur mois qui était resté dans le présent
pour leur expliquer comme c'était bien le DevOps ou s'il y avait aussi peut-être quelques problèmes. Voilà, donc d'où l'histoire des cartes postales qui nous viennent du futur aujourd'hui. Un autre atelier que nous avons utilisé consistait à fabriquer une timeline d'un projet idéal, une timeline d'un projet mené en mode DevOps. L'objectif était de bien faire ressortir la différence avec un projet plus classique, en faisant ressortir des étapes clés, des jalons qui marquent la vie d'un projet, et en montrant bien que, par exemple, à un kick-off, au début du projet, on invitait les ops. À une démo, on invitait les ops, pour bien montrer qu'on travaillait en mode DevOps. Et donc tout ce travail-là a pu alimenter ensuite le groupe de travail DevOps. Alors, tous ces échanges via ce Tour de France, ça nous a quand même permis de rencontrer 150 personnes sur les 7 sites. Et ça nous a aussi permis d'identifier en fait les acteurs clés sur lesquels nous comptions nous appuyer ensuite pour lancer le déploiement du DevOps, c'est-à-dire identifier les facilitateurs de la transformation. À l'issue de ce DevOps Tour, nous avons fait le constat avec Michel qu'il y avait bien peu, je dirais même trop peu de managers qui s'étaient déplacés, qui y avaient participé. Et donc nous nous sommes dit, en appliquant la devise de Lagardère, si les managers ne viennent pas au DevOps Tour, le DevOps Tour viendra à eux. Et donc nous sommes allés en comité de direction des Ops. Avec nos caplas. Et nous avons commencé par présenter le rapport d'étonnement des coachs externes. Alors ce rapport d'étonnement n'a pas étonné grand monde. Les constats étaient partagés par les managers, ce qui déjà est une bonne chose. Et puis ensuite nous avons joué au fameux capla. Alors ce jeu de mise en situation, il a été diversement apprécié par les managers Ops. Donc il y en a certains qui se sont beaucoup amusés, qui ont trouvé ça vraiment marrant. Il y a un directeur Ops qui est arrivé avec une tour en capla vacillante et puis qui l'a jetée sur la table des Ops en expliquant que maintenant c'est comme ça que les devs livrent et débrouillez-vous avec ça. Ça c'était la réaction amusée. Et puis il y en a d'autres par contre qui ont trouvé que le jeu de mise en situation était caricatural. Et le principal reproche qui nous a été fait, c'est que le rythme des sprints, le rythme du jeu était bien trop élevé, était intenable, et pour les devs et pour les ops. Sans blague. Alors, c'est pourtant bien cela que nous voulions démontrer, c'est-à-dire qu'en soi, le jeu avait justement mis le doigt là où ça faisait mal. Aujourd'hui, nos équipes, elles sont de plus en plus soumises à des contraintes de délai extrêmement fortes. Et c'est vrai que ça peut parfois devenir intenable. Alors, pour le déploiement du DevOps proprement dit, on a organisé ce qu'on appelait des bootcamps. Donc les bootcamps, un peu en miroir du DevOps Tour. Le DevOps Tour, c'était essayer de réfléchir ensemble à des objectifs communs. Les bootcamps, c'était donner les moyens aux gens ou donner des pistes pour voir comment on pouvait y arriver. Donc ça a commencé classiquement par une formation, une demi-journée. Ensuite, la charte DevOps qu'on avait mis au point avec le groupe de travail, on l'a mis à l'épreuve du terrain, en essayant de voir avec les gens qui font si c'était tenable. Par exemple, dans cette charte, on dit qu'on a des critères de... Alors, il y a du pourquoi le DevOps, il y a du pourquoi la charte, il y a un certain nombre de choses opérationnelles, mais on a des critères d'éligibilité au DevOps. Et pour nous, les critères d'éligibilité au DevOps, aujourd'hui, c'est d'abord d'être capable d'accoster avec notre cloud privé, c'est d'être un nouveau projet, on ne va pas faire ça sur des projets en maintenance, et puis sur des projets qui s'appuient déjà sur une équipe agile, un projet déjà en mode agile. On a amené aussi un certain nombre d'éléments opérationnels, donc toujours pareil, fabriqués par le groupe de travail, du genre par exemple un exemple de plan produit Dev et Ops. Un exemple de participation des Ops aux cérémonies agiles d'une équipe agile. Des user stories techniques Ops standards qui peuvent réutiliser, en fait, qui sont toutes faites et qui peuvent réutiliser ou pas selon le contexte du projet. On a mis en place aussi un système
de référents Ops de proximité. Donc il y en a un par site, donc c'est quelqu'un qui est tout le temps là, qui est formé, comme un certain nombre de gens, d'ailleurs, aux techniques agiles, et qui s'appuie sur des coachs, des vrais coachs DevOps expérimentés au besoin. Et nous avons aussi fait participer au Bootcamp DevOps des acteurs projets qui avaient bien voulu tester en avance de phase l'application de la charte, la fameuse charte DevOps. Donc ces projets apprenants ont permis de mettre à l'épreuve en fait, la charte, de vérifier ce qui était facile à mettre en œuvre, ce qui était compliqué à mettre en œuvre. Et en même temps, on a essayé de mesurer donc, sur ces projets on va dire le respect des principes de la charte. Et ça nous donne maintenant un outil pour mesurer la maturité DevOps des projets. Ça permet également à ces mêmes projets d'identifier les axes d'amélioration par rapport aux bonnes pratiques de la charte. Alors, en conclusion, la vitesse de transformation, la vitesse de mise en œuvre et celle à laquelle nous nous attendions, elle est lente. Nous devons faire face encore à plusieurs problèmes. Nous devons adresser plusieurs problématiques. Tout d'abord, la disponibilité des Ops. Il est compliqué aujourd'hui d'obtenir que les acteurs Ops, en particulier les exploitants, préservent du temps pour participer à la fabrication des solutions, pour s'intégrer dans l'équipe, pour s'impliquer dans l'équipe. Ils sont souvent en mode pompier, en fait, les Ops. Voilà, ils sont souvent préemptés par des problèmes de run. L'autre souci que nous avons pu avoir concerne plutôt les product owners qui rechignent encore aujourd'hui à dépenser des points de vélocité, surtout en début de projet, pour traiter des problématiques Ops, des problématiques d'exploitabilité. Et puis enfin, le dernier problème, et non des moindres, concerne les silos. Il faut que nous arrivions à transformer leur façon de fonctionner. Il faut qu'ils automatisent leurs prestations et qu'ils les mettent à disposition des équipes projets en libre service, ce qui va permettre aux équipes DevOps de travailler de façon autonome et ne plus dépendre de ces fameux silos. Alors du côté de ce qui a bien marché, on l'a déjà dit, mais je vais le résumer, se donner le temps de la réflexion pour bâtir un futur commun, libérer les énergies, c'est identifier des acteurs clés qui nous permettent de continuer à animer en fait la transformation, à diffuser les bonnes pratiques. Et puis c'est aussi capitaliser sur ce qu'on a appelé ces projets apprenants, démontrer que c'était possible, parce qu'on croit que comme en Agile, la propagation du DevOps va finir par se faire presque toute seule par l'exemplarité, qui est en général un bon moyen de faire perdurer les choses. Excuse-moi Michel, je t'interromps, mais nous avons reçu d'autres cartes postales du futur qui nous disent que nous sommes très en retard. On a dépassé de 2 minutes, oui. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci. Rapprochez, on n'est pas des ennemis ici. Hein. Bon voilà, je vais utiliser une méthodologie digitale pour poser une question non numérique. Comment mesurer le succès du DevOps Tour, en fait? Quel était le but de l'exercice, les KPI, etc. J'ai pas compris la question. C'est des indicateurs, en fait. Les indicateurs, oui, c'est ça. Eh bien, je vais répondre, parce qu'en fait, on utilise un truc qu'on utilise pas mal en Agile, ça s'appelle les ROTI. Alors, excusez mon accent, mais ça veut dire Retour of Time Investment. ROTI. C'est le principe, on lève la main et on met autant de doigts qu'on est content d'avoir été là. Et du coup, je prends une photo, on envoie ça au service formation qui a un peu du mal à s'habituer comme en quête de satisfaction, ça les démotive un peu, voilà. Donc, et puis en plus, c'est constructif, on peut essayer de demander aux gens qui n'ont pas mis trop de points, qu'est-ce qu'il leur a fallu faire pour qu'il y ait plus de points. Voilà, donc on fait juste ça, et on ne les a pas amenés, mais on a quelques belles photos de groupe avec pratiquement que du 4 ou du 5 doigts, si on peut dire. Une autre façon aussi de mesurer le succès du DevOps Tour, ça a été la production. Ça a été très très riche. C'est-à-dire qu'on a récupéré énormément de cartes postales qui étaient vraiment très sympas et beaucoup de timeline projets qui étaient très riches en étapes clés, en jalons clés de projet.
qui ont permis d'alimenter derrière toute la réflexion du groupe de travail DevOps. Donc la production était très riche, donc on s'est dit que ça avait eu du succès. Excellent, mais merci d'être venu et merci pour ce talk. Merci. Merci.